Rebondissement inattendu dans l'instruction de l'assassinat du petit Grégory. L'avocat général va demander l'annulation de la plupart des pièces d'expertise. L'enquête devra donc repartir de zéro. À Téhéran, les pirates de l'air libèrent une quarantaine de passagers et en gardent une dizaine d'autres en otage. Koweït laisse aux autorités iraniennes l'entière responsabilité de ce détournement sanglant mené au nom de Dieu, affirment les pirates. Le président Mitterrand au Zaïre, première étape d'un nouveau périple africain, le Tchad au centre des conversations avec le président Mobutu qui a décidé de boycotter le sommet franco-africain de mardi prochain. Manifestation à Paris des fidèles d'énergie, l'une des 6 radios locales suspendues par la haute autorité de l'audiovisuel. Madame Cotta réaffirme la nécessité d'appliquer la loi. Des solutions de compromis seraient en cours de négociation. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis bientôt 6 jours, l'angoisse règne à l'aéroport de Téhéran et à bord de l'avion koweïtien détourné par des extrémistes chiites libanais, la terreur. Le monde va être témoin d'une épopée, ont dit ces fanatiques dans un message diffusé hier par les médias iraniens. La première raison de notre détournement, ont-ils dit, c'est le plaisir de Dieu, et la seconde, venir en aide à des frères innocents, autrement dit, les 17 terroristes emprisonnés au Koweït après une série d'attentats commis l'an dernier. Le Koweït refuse tout dialogue direct avec les pirates de l'air et l'attitude de Téhéran paraît de plus en plus suspecte. Isabelle Béchler. Ce soir encore, comme hier, les extrémistes chiites libanais ont libéré des otages. 2 groupes de passagers ont pu quitter l'appareil à 1 heure d'intervalle. 16 d'abord, 23 ensuite, ce qui porte à croire qu'il reste dans l'avion les 8 membres d'équipage et 2 passagers. 10 personnes en sursis dans la perspective d'une nouvelle nuit sans sommeil, d'une nouvelle nuit de barbarie et d'imprévisible. À chaque instant, tout peut arriver et le pire est bien sûr au rendez-vous. Jugé plus tôt par le témoignage de 2 passagers pakistanais libérés hier. C'est très difficile de décrire l'atmosphère qui régnait dans l'avion. Personne ne peut comprendre. C'est extrêmement tendu et imprévisible. Parfois on vous laisse rire, parfois tout est si oppressant soudain qu'on peut craindre de mourir d'un instant à l'autre. Ils tirent, ils menacent. Ils avaient déjà battu 2 Américains et menacé de tuer 2 Koweïtiens, mais je ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Ils ont demandé qui est américain, qui est américain. Ils ont poussé ces 2 personnes qui avaient répondu vers l'avant de l'appareil. Ils ont abattu l'un des 2 hommes et ont jeté son corps en bas comme un animal. Le pire est au rendez-vous pour les 10 otages survivants car au courant de la nuit dernière, en tirant des coups de feu dans les hublots de l'appareil, les 4 pirates se sont ôtés toute chance de redécoller. Iront-ils jusqu'au bout en faisant sauter l'avion? Personne ne peut l'affirmer. Quoi qu'il en soit, le Koweït, rappelant que sa justice est souveraine, refuse toujours de satisfaire leurs revendications. Les pirates de l'air ont déclaré qu'ils avaient l'intention de garder en otage ceux qu'ils appellent les coupables, c'est-à-dire manifestement des ressortissants du Koweït et des États-Unis. Sur les 4 passagers froidement abattus depuis mardi, 2 étaient américains et aux États-Unis, la colère monte vis-à-vis du régime de Téhéran. De Washington, Édouard Laure. Jusqu'à ce soir, la seule réaction officielle à cette affaire du détournement aura été la mise en cause des autorités iraniennes par Ronald Reagan, mais sans que le président n'apporte de preuves d'une collaboration de Téhéran avec les terroristes. Cela dit, ici à Washington, on constate une fois de plus que des Américains, 2 Américains, et il y en aura peut-être d'autres, ont été froidement tués par des terroristes. Et que maintenant, il est peut-être temps de riposter à ce type d'action. Alors dans un premier temps, si on a obtenu l'assurance que les États-Unis ne bougeront pas tant que cette affaire ne sera pas terminée d'une manière ou d'une autre, on a aussi appris que les responsables américains, que ce soit au Pentagone ou au département d'État, vont chercher à savoir par tous les moyens qui se trouve derrière ces terroristes. Et qu'à partir de là, une riposte ponctuelle militaire n'était pas du tout à exclure, avec d'autant plus ce sentiment que ce qui aurait été impossible avant la réélection de Ronald Reagan est aujourd'hui tout à fait concevable. Près de 2 mois après la découverte dans une rivière près d'Épinal du corps ligoté du petit Grégory,
L'enquête va devoir recommencer à zéro. Alors que la chambre d'accusation de Nancy doit statuer jeudi prochain sur la demande de remise en liberté de l'oncle de l'enfant, Bernard Laroche, l'avocat général s'apprête à demander l'annulation de la plupart des pièces d'expertise. C'est ce que vous avez appris aujourd'hui, Paul Lefebvre. Dans cette affaire, Christine, l'enquête n'est pas facile, c'est le cas de le dire, y compris pour les journalistes. Le 14 décembre, vendredi prochain, la chambre d'accusation de Nancy doit rendre son arrêt, dire si oui ou non Bernard Laroche, le meurtrier présumé peut être remis en liberté provisoire. La réponse sera probablement non. La surprise, c'est que la semaine suivante, l'avocat général Renaud va demander l'annulation de 3 expertises graphologiques au motif officiel d'irrégularité de droit. Même motif et même demande sans doute pour les expertises des enregistrements téléphoniques dont l'examen ne semble pas avoir été fait d'une manière régulière. Annulation probablement accordée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy et qui s'ajoute au fait que les experts allemands de Wiesbaden ne parviennent pas de leur côté, pour le moment, à bien définir si la lettre du corbeau annonçant l'assassinat de l'enfant a bien été écrite sur le bloc du bureau de Bernard Laroche. Resterait donc, sous réserve de nouvelles expertises décidées cette fois par le juge d'instruction, et comme seule charge, la déclaration de la petite Muriel accusant Bernard Laroche, mais déclaration apparemment plus fragile qu'on ne le disait au départ, et qui d'ailleurs n'ont pas été soumises à l'épreuve d'une véritable reconstitution générale des faits, puisque cette reconstitution n'a pas été décidée pour l'instant par le juge d'instruction. Cette réquisition, cette demande du parquet général de Nancy peut apparaître comme un coup dur pour le jeune juge Jean-Michel Lambert et ses enquêteurs, mais il est vrai qu'elle aura au moins pour conséquence bénéfique une consolidation juridique d'un dossier qui, pour l'instant, ne paraissait pas, comme disent les juristes, tenir la route jusqu'aux assises. Le président Mitterrand est arrivé tout à l'heure à Kinshasa, capitale du Zaïre, pour une visite officielle de 48 heures qui est aussi la première étape d'un nouveau périple africain de 6 jours. Une visite qui déjà porte l'ombre de l'imbroglio tchadien. Le président zaïrois Mobutu a déjà annoncé son intention de bouder le sommet franco-africain qui doit s'ouvrir mardi à Bujumbura. De Kinshasa, Bernard Pradino. Vive la France, vive le Zaïre, vive le président Mitterrand, vive le maréchal Mobutu, Parti socialiste français, oyez, APR, oyez, vive la coopération internationale. Merci, mademoiselle, merci beaucoup. L'accueil réservé à M. Mitterrand a été ce matin à Kinshasa traditionnellement africain, c'est-à-dire chaleureux et coloré. Pourtant, le président Mobutu n'a pas dissimulé une certaine déception, mise à la fois sur le compte de l'absence de Mme Mitterrand, en fait l'épouse du président français s'est décommandée pour raison de santé, mais aussi à la veille du sommet franco-africain qui s'ouvre lundi soir au Burundi, déception mise sur le compte de la situation au Tchad. Mais moi personnellement je suis inquiet. Après les dernières informations, les Libyens n'ont pas bougé. C'est ça qui est inquiétant. Pensez-vous que le sommet de Bujumbura pourrait apporter une solution à ce problème? Je ne saurais pas vous le dire puisque je n'irai pas. Le président Mitterrand et le maréchal Mobutu ont eu cet après-midi un premier entretien en tête-à-tête pour dissiper ce malentendu et évoquer, entre autres, la politique française au Tchad. Contrairement à ce qui était prévu, Claude Cheysson n'est donc pas de ce voyage et le remaniement ministériel annoncé hier soir a de toute évidence été avancé pour satisfaire les Africains très critiques du rôle joué par l'ancien ministre des Relations extérieures dans l'affaire du Tchad. Monsieur Cheysson est ce soir au Togo où il doit signer la nouvelle convention de Lomé entre la communauté européenne et les pays en voie de développement. Dans le remaniement annoncé hier, la nomination qui frappe le plus l'opinion, bien qu'elle ne soit pas ministérielle, c'est celle du président du Club Méditerranée, Gilbert Trigano, qui devient, vous le savez, délégué auprès du Premier ministre pour les nouvelles formations. Ce n'est pas un gadget, s'écrit Gilbert Trigano, qui explique sa fonction à Dominique Laury. Nous vivons un paradoxe extraordinaire. Il y a des métiers qui disparaissent et il y a des métiers qui naissent, des métiers nouveaux. Dans tous les domaines, dans le domaine industriel, qui est loin d'être perdu, dans le domaine de l'artisanat, qui va nous ouvrir des horizons étonnants, dans le domaine du commerce, il y a de nouveaux commerces, une nouvelle conception du commerce, et dans le domaine des services. Et là, je connais un peu, et je vais essayer, en travaillant avec tout le monde, en travaillant avec les patrons de toutes ces formes d'entreprise, en travaillant avec les représentants syndicaux, en travaillant avec les gens qui s'occupent de la formation, d'orienter, de
pousser de façon à ce que les chances qui nous soient offertes soient saisies par cette jeunesse de toute sa volonté. C'est ça l'ambition du travail. Gagner le plus largement possible les cantonales de mars 85 et affirmer le rôle majeur de l'UDF dans une opposition unie, tel est le thème qui a dominé aujourd'hui les travaux de l'UDF consacrés aux cantonales. Son président, Jean Le Canuet, s'inquiète aussi des modifications éventuelles du mode de scrutin pour les législatives. Il demande sur ce sujet une session extraordinaire du Parlement. En Nouvelle-Calédonie, la libre circulation est à peu près rétablie. C'est ce qu'affirme le Haut-Commissariat. Les barrages indépendantistes sont presque tous levés, sauf à Tio. Monsieur Pisani s'est entretenu longuement aujourd'hui avec le président du gouvernement local, Dick Ukewe. À Yenguéné, sur la côte Est, a eu lieu l'enterrement des 10 morts de la fusillade de mercredi dernier. Sur place, Jean-Michel Mercurol et Henri Gallet. Toutes ces femmes en pleurs, les épouses, les mères, les filles des 10 hommes tombés il y a 3 jours dans la fusillade de Yengen. Ils étaient tous de la même tribu, les Tiendénites, une centaine de personnes à peine. Sur les 30 hommes majeurs que comptait ce village, il n'en reste plus que 20 aujourd'hui. Cette tribu décimée, celle du leader indépendantiste lui-même, Jean-Marie Tchibaou, qui a perdu 2 de ses frères. Mais même aujourd'hui, on craint les tireurs embusqués, c'est pourquoi il n'est pas là quand commencent les obsèques. Des gens disaient qu'il y a quelqu'un qui était sur les crêtes, c'est pour ça que c'est très risqué, quoi. On avait préféré laisser Jean-Marie en lieu sûr. Par centaines, les gens sont montés à pied dans cette vallée encaissée, dignement, paisiblement. Quelqu'un pourtant m'a confié qu'il valait mieux que ce soit les gendarmes les premiers qui attrapent les tireurs. Ces 10 tombes ouvertes en terre calédonienne risquent de peser lourd dans l'avenir de toutes les communautés de l'île. 3 morts, dont 2 militaires, 11 blessés. C'est le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu hier après-midi au Pays Basque espagnol à Guadalcanal contre un convoi militaire. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le président du gouvernement espagnol, Felipe González, a salué, je le cite, l'extraordinaire patience des forces de l'ordre à l'égard du problème basque. À Bhopal, en Inde, les victimes de la fuite de gaz toxiques continuent de mourir. 13 décès aujourd'hui encore. Le gouvernement indien a pourtant autorisé la reprise des activités de l'usine d'Union Carbide. Jean-Claude Darigo. Warren Anderson, le président de Union Carbide, incarcéré pendant 6 heures puis libéré hier par les autorités indiennes, a dû avancer des arguments particulièrement convaincants lors de sa visite à New Delhi. L'usine de son groupe à Bhopal a été autorisée à reprendre sans plus tarder ses activités. Pendant ce temps, le bilan de 2500 morts s'alourdit encore. On enregistre une moyenne de 30 décès par jour, sans parler des infections pulmonaires et nerveuses, des cécités, 250 aujourd'hui, qui se déclarent et ne peuvent être soignées avec suffisamment de rapidité. Si à Bhopal les légumes demeurent en vente libre, le gouvernement local a interdit la vente du poisson et de la viande, dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils sont contaminés. Union Carbide continue à affirmer que les mêmes précautions de sécurité avaient été appliquées à Bhopal que dans toutes les autres usines du groupe aux États-Unis et dans le monde. Des arguments récusés par 2 avocats américains qui ont pris en main les intérêts des victimes indiennes de la catastrophe. Il faut interdire à Union Carbide d'offrir aux victimes des compensations trop rapides, sans leur faire connaître quels sont leurs droits. C'est profiter de pauvres gens et d'illettrés que de s'en débarrasser en vitesse en leur faisant l'aumône. Ils doivent avoir le droit de poursuivre Union Carbide en justice. En Pologne, le numéro 2 de la direction clandestine de solidarité, Bogdan Lis, et son adjoint ont été libérés cet après-midi. Ils étaient emprisonnés depuis 7 mois et accusés de haute trahison. Selon la télévision polonaise, les chefs d'inculpation n'ont pu être prouvés. Était-il 200 000 comme le prétendent les organisateurs ou 30 000 comme le disent les autorités? Importante manifestation en tout cas cet après-midi à Paris en faveur d'Énergie, l'une des 6 radios locales suspendues par la haute autorité de l'audiovisuel pour ne pas respecter la loi en ce qui concerne les fréquences et surtout la puissance de leurs émetteurs. Les décisions de suspension n'ont toujours pas été publiées au journal officiel, mais la présidente de la haute autorité, Mme Michel Cotta, réaffirme la nécessité d'appliquer la loi. Patrice Pelé.
Les organisateurs en attendaient 5 000, ils étaient 50 000 selon les observateurs, et même peut-être beaucoup plus. Chiffre non démenti par la préfecture de police. Ils défilaient cet après-midi pour soutenir les 6 radios suspendues par la haute autorité. Je vois pas pourquoi on arrête une radio qui fait plaisir aux gens, qui fait plaisir aux Français, qui fait plaisir aux jeunes. Ça, je trouve ça inadmissible. Inadmissible sans doute pour certains, mais les faits sont là. Les suspensions provisoires, entre 1 mois et 12 jours, prononcées par la haute autorité, l'ont été en fonction de 2 facteurs, la puissance, en l'occurrence trop forte, et la nuisance. Il faut se mettre en conformité. Sinon avec la loi au sens strict du terme, au moins avec la haute autorité. Il y a des règles du jeu, on ne peut pas jouer sur la touche tout le temps. Il y a 1200 radios dans la France, il y a 23 fréquences sur Paris. Il est évident que chacune d'entre elles veut être mieux entendue. Ça fait partie de la course normale, mais c'est une course à la puissance que nous voulons entraver et à laquelle nous voulons mettre un terme, parce que cette course à la puissance d'abord est sans fin. Ce qui est évident que si quelqu'un émet à 40 kilos, l'autre n'a plus qu'à émettre à 45, et puis après tout ça se termine dans la cacophonie. Autre reproche adressé aux radios privées par la haute autorité, la gêne des communications radio entre les avions et les tours de contrôle. Une gêne dont tous les pilotes ne se plaignent pas, même s'il est vrai qu'il est arrivé à certains de recevoir des fréquences parasites émises par des radios locales. Ce sont notamment les instruments d'aide à l'atterrissage, proches de la bande FM, qui poseraient problème s'ils étaient perturbés dans leur fonctionnement. Eh bien, il m'est déjà arrivé d'entendre sur les VHF de communication quelques brides de musique, mais jamais j'ai entendu des perturbations sur les VHF de navigation. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important pour la sécurité des vols. Malgré quelques incidents, grâce au tour de contrôle qui change immédiatement les fréquences en cas d'interférence, la sécurité a toujours été assurée. Pour la haute autorité, ces suspensions sont un avertissement. Ensuite, à la justice de faire son travail et de saisir en dernier recours. Mais déjà cet après-midi, la direction de TDF a annoncé que rendez-vous est pris dès lundi avec les 6 radios concernées pour conclure un accord permettant leur diffusion dans des conditions satisfaisantes et dans le respect de la réglementation. La cour d'assises de Rennes a finalement condamné hier soir Daniel de Brielle à 5 ans de réclusion criminelle en rejugeant l'affaire qui lui avait déjà valu une peine de 12 ans. Daniel de Brielle, qui a déjà fait 5 ans de prison, a disparu, très affecté semble-t-il par le verdict. Scandale à Toulon, l'inspecteur général des travaux maritimes et son adjoint ont été inculpés et écroués pour corruption et abus de biens sociaux. Un nouveau développement dans l'enquête sur une vaste escroquerie touchant les milieux des bâtiments et des travaux publics dans le Var, a commencé par l'entreprise Kioka. Françoise Champet. L'affaire Kiokia, c'est l'inculpation en février dernier d'un gros entrepreneur du Var, Henri Kiokia, installé à Draguignan. Son entreprise, Bâtiments et Travaux Publics, la 2e du Var, se trouve en difficulté. L'enquête révèle l'existence d'une caisse noire qui servait à verser des pots de vin à des fonctionnaires du ministère de l'Équipement pour obtenir des marchés. D'autres entreprises apparaissent peu à peu comme participants à ces malversations. Aujourd'hui, 2 hauts fonctionnaires, Charles-Henri Suder, inspecteur général des travaux maritimes, et son adjoint Pierre Tronchet, ingénieur général, sont accusés d'être mêlés à cette vaste escroquerie dans les milieux du bâtiment et travaux publics du Var. Inculpés pour corruption passive de fonctionnaires, de faux et de complicité de faux, ils sont emprisonnés à la prison de Saint-Roch de Toulon. Et ce soir, ils ont fait appel de la décision de détention. Avec ces 2 hauts fonctionnaires, cela porte à 13 le nombre des inculpés dans cette enquête qui semble loin d'être terminée. De nouvelles inculpations dans l'affaire de la tuerie du Sofitel d'Avignon, 16 mois après les faits. Gérard Rolland et François Arpinaud ont été inculpés hier soir d'homicide volontaire et de tentative de vol aggravé. Ils étaient déjà accusés d'avoir assassiné Goutte Noire, l'un des tueurs présumés du Sofitel. Venons-en au sport maintenant avec de nombreux résultats, à commencer par le rugby et la fin triomphale de la tournée des Australiens en Grande-Bretagne. Lionel Chamoulot. L'Australie a tenu son pari. Elle a battu les 4 nations britanniques de rugby. Dernière victime cet après-midi à Murrayfield, l'Écosse. Démonstration des Wallabies, victoire 37-12. L'Écosse humiliée, elle qui avait pourtant remporté le dernier tournoi des 5 nations. C'est le premier grand chelem de l'Australie en terre britannique.
Ce n'est ni Zurbruggen, ni Girardelli, ni Stenmark qui ont gagné, mais l'Italien Robert Erlaché. C'est la première victoire en Coupe du Monde d'Erlaché. Il devance Engel et Promaton. Le dossard numéro 13 lui a porté chance. Chris Evert-Lloyd n'a pas raté l'occasion. Navratilova éliminée, elle a battu Suková 6-7, 6-1, 6-3 en finale de l'Open d'Australie. C'est la 130e victoire en tournoi pour l'américaine, dont 16 du Grand Chelem. Transat espagnol, les positions se précisent en tête puisque Philippe Poupon sur Fleury-Michon devance d'une vingtaine de milles Charente-Maritime. Crédit Agricole, TAG, Roger et Gallet, les suivants, sont distancés de 80 000 environ. La course est enfin lancée. Et n'oublions pas bien sûr le football ce soir à 20h28 très précisément en direct sur Antenne 2, la rencontre France-RDA comptant pour la Coupe du Monde, une rencontre commentée par Michel Drucker et Roger Piantoni. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Saint-Cloud à l'arrivée, le 11, le 6, hélas, 5 francs dans l'ordre, 5 345 francs, dans un ordre différent, 1069 francs. Il y aura un autre tiercé demain à Auteuil, le dernier de la saison. Pierrette Bresse avec une coiffure qu'on ne lui avait encore jamais vue. Eh bien non, je n'ai pas changé de spécialité, mais pour vous donner mes pronostics du tiercé de demain à Auteuil, eh bien j'ai choisi le cadre du Salon du Cheval qui a ouvert ses portes aujourd'hui, c'est-à-dire le 8 décembre, jusqu'au 16 décembre. Tiercé demain à Auteuil, dernier tiercé de la saison pour l'obstacle, puisque dès dimanche prochain, eh bien c'est Vincennes qui prend la relève avec les trotteurs. Ce tiercé aura lieu dans le prix général d'Ogno. Il s'agit d'une course de steeplechase, longue de 4100 mètres, qui réunit 21 partants. Parmi les chevaux engagés dans cette épreuve, eh bien, voici la sélection que je vous propose maintenant. Avec en tête Easy Suite, le numéro 2, Mirabeau, le numéro 3, Le Balu, le numéro 8, Le Drakkar 2, qui porte le numéro 9, Diazos, le 13, Spoleto A, le numéro 7, Orsi, le numéro 12 et Saint-Chéraud, le numéro 16. Je répète leurs numéros, 2, 3, 8, 9, 13, 7, 12 et 16. À l'occasion de ce salon du cheval et du poney qui se tient à la porte de Versailles à Paris, Jacques Ségui aura pour invité tout à l'heure dans notre dernière édition à 23h20 un poney et son maître. Sans monture mais avec sa pochette, sa double pochette, Alain Chilot-Pétré va nous parler du temps. Oui, double pochette, une de soleil et une de nuages. On appelle ça brouillard, potage ou purée de pois. De toute façon, c'est des nuages. Regardez la carte de demain, des brouillards partout le matin, localement givrants sur le centre. Des brouillards, du crachin et des nuages sur la moitié nord l'après-midi. Encore un peu de brouillard sur le centre, mais de très belles éclaircies, surtout en allant vers la Méditerranée. Pour la moitié sud, le baromètre ne bouge pas, le thermomètre non plus, mais moi je bouge vers les températures. De 6 à 10 degrés sur la moitié nord, 8 dans la capitale, et de 7 à 17 degrés sur la moitié sud. Il fera encore bon à Perpignan. Demain, lever du soleil à 8h30, coucher à 16h54, et nous fêterons les Saint-Pierre-Fourier. À 23h20 donc, Jacques Ségui. Demain, 12h45, Antenne 2 midi. À demain 20h et maintenant, place au football. Très bonne soirée sur Antenne 2.